Hello, Dimitri. Hello. Hello. Thank you. Bonjour. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Comme ça, on vous voit juste quelques secondes. Non, 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 non. Je ne peux pas travailler avec ce son. J'ai ma caméra, c'est allumé. Très bien. Je passe en anglais parce que Dimitri est à Saint-Pétersbourg. Vous ne pouviez pas être là? On va continuer à parler de la métaverse. On va parler du métavers. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. L'année dernière, le musée Héritage a lancé une exposition gratuite des NFT. Avant de parler de votre exposition, est-ce que vous pourriez nous parler de votre musée, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Je ne suis pas au travail. Et en fait, je suis contre ce qui... Je voudrais m'exprimer tout d'abord concernant ce que fait la Russie en Ukraine. Je suis contre. Donc, je vais vous parler d'un projet qui a eu lieu en automne, en novembre, décembre, à notre State Heritage Musée, qui est le musée le plus important de la Russie, parmi les 5 musées du monde, avec toutes sortes une collection avec toutes sortes d'art. J'entends mal, hein, ça coupe beaucoup, je suis désolée. L'interprète s'excuse. Je continue à ma présentation ou vous posez des questions? Bon, maintenant, on peut regarder vos slides, vos diapos. Donc, vous avez lancé votre première exposition Invisible Eater avec un avatar. Quel était votre objectif et quel était le projet en général? Vous voyez mon écran? Oui. L'idée, donc il y avait des expositions déjà de NFT en Russie et partout dans le monde. Et là, ce que vous voyez, il y a plein d'écrans. Et l'idée était de montrer plusieurs NFT sur les écrans. Et je voulais changer des règles un petit peu et de dire, on ne met pas les NFT dans un espace physique, mais on continue avec le monde virtuel. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est un NFT pour les gens qui ne savent pas? Ah, j'ai cru que tout le monde savait ce que c'était un NFT. Je suis pas sûre. Bien. NFT, c'est un nouveau format dans le monde artistique. Ça fait partie du blockchain et on peut donc vérifier. Pour les artistes, c'est une nouvelle possibilité de sécuriser leurs droits. En fait, c'est un lien avec l'original, mais qui est disponible dans le monde digital. Donc, une œuvre numérique devient, une fois sur Internet, peut être copiée plusieurs fois, alors qu'un NFT, c'est une sorte d'adresse qui identifie l'œuvre originale créée par l'artiste et en fait ce qui est vu sur l'Internet. Et on peut l'acheter, on peut acheter, revendre telle qu'une autre œuvre d'art. C'est ça, tout à fait. C'est même mieux, c'est même plus facile. Allez-y, merci. En fait, en gros, ce que
je voulais faire, c'est que dès qu'une œuvre paraissait, on voulait faire donc une exposition de tout ce qui était nouveau, ce qui était intéressant dans le monde artistique. Donc les NFT, donc quand on a vu un NFT qui s'est vendu à 69 millions de dollars, nous nous sommes dit c'est intéressant. Donc on voulait faire une exposition totalement virtuelle et même les visiteurs étaient numérisés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que j'explique mieux? Oui, en fait, ils étaient derrière un écran. Non, c'est pas ça, dit Dimitri. Est-ce que vous comprenez mon anglais ou est-ce que vous voulez que je parle en français? C'est la connexion qui ne va pas. C'est où est-ce qu'on continue en anglais? Français? French. Ok, French. Let's try in French. Merci. Allez-y en français alors. Okay, you decide. Anyway, well, I continue in English if it's not that clear. Sorry, Dimitri, can we test in the... Est-ce qu'on peut faire un essai en français? On va faire l'essai en français. Si vous voulez. Merci. Bon, parce que je crois que c'est peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, c'est bon. C'est bon? C'est bon. OK. Alors, on a décidé de changer cette juxtaposition, c'est-à-dire de mettre les personnes qui normalement visitent une exposition comme ça, qui est faite par la plateforme des archives, qui visitent un espace physique, voyant les écrans avec les NFT. On a décidé de complètement changer ça pour digitaliser les visiteurs, c'est-à-dire de mettre tous les objets de NFT dans l'endroit où ils doivent être, c'est-à-dire où ils appartiennent. Et donc, on a dû digitaliser les visiteurs. Après, on a décidé de créer un dialogue entre le musée et la NFT, et on a trouvé certaines choses, des comparaisons. Par exemple, cette poésie d'un poète russe, Tuchev, parle de l'éther éthérial, c'est-à-dire il utilise le mot Ethereum, qui a été maintenant très connu grâce à son utilisation avec l'NFT. Donc, on a décidé d'utiliser son origine, c'est-à-dire le éther, le vent de temps gréco-romain. Et donc, on a décidé de jouer avec ce mot gréco-romain parce que le musée de l'Ermitage est un musée très ancien. Le musée qui est basé sur le sujet gréco-romain et sur la culture européenne. Donc, le mot Ethereum, Ether, c'est quelque chose de très important pour cette culture-là. Comment avez-vous... Et alors, on a pris cette poésie. On a aussi trouvé que Tuchev, cette poète, était un maçon, appartenait au monde maçonnique, c'est-à-dire on utilisait beaucoup de cryptographie. Et ici, Alexandre, vous voyez un exemple de cette cryptographie. Et effectivement, la cryptographie, maintenant, aujourd'hui, a un autre sens, parce que la cryptographie, c'est quelque chose qu'on utilise dans le monde de l'Internet. Alors, avant ça, le mot Ethereum, Ether, le vent et la cryptographie, on a trouvé beaucoup des nouvelles écritures cryptographiques. Et maintenant, ici, en haut à droite, vous voyez la cryptographie italienne du 19e siècle. Et après, on a trouvé cette logo utilisant la cryptographie de Ethereal Ether, donc un Ether éthériel, quelque chose comme ça, pour donner le mot à l'exposition. Ça, c'était le mot. Après, on a pensé qu'est-ce que doit être l'espace. Donc, on a pensé que nous devons prendre l'espace existant du musée, le digitaliser complètement
et le mettre dans le monde virtuel, dans le réseau. On a trouvé cette fantastique stock exchange dans la bourse par l'architecte français Jean-François Thomas de Thomot, qui est un des bâtiments le plus connu de Saint-Pétersbourg. Et la bourse, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup lié à un monde de NFT parce que NFT maintenant, on le vend, on l'achète, c'est quelque chose beaucoup de la bourse, beaucoup des achats et des ventes. Donc, on a pris ce bâtiment, on trouvait toutes les photos dedans et on a digitalisé ce bâtiment. Vous voyez l'image digitale qu'on a créée à partir de bâtiments réels. Et là, dans cet endroit complètement virtuel, on a décidé de mettre les œuvres d'art dans le format des NFT. Et pour y aller, pour entrer cet endroit, on devait digitaliser nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire, on ne pouvait pas y entrer physiquement. L'exposition physique n'existait pas. Yeah. La chose que nous avons eue, c'est ici à gauche en bas, vous voyez ce bâtiment maintenant en restauration. Et nous avons mis le code pour machine reading, le code digital. Et avec ce code, on pouvait aller à l'exposition. Donc, via son dans ce mobile. bâtiment. Via son mobile, c'est ça? Oui, absolument. Oui, on utilise un mobile, on scanne ces codes et on y entre. Mais l'exposition n'est pas dedans. L'exposition est totalement dans le monde virtuel. On a aussi mis ces codes partout dans la presse et à Saint-Pétersbourg, ici. À gauche, en haut, vous voyez comment on était installé au musée de l'Ermitage au cours d'honneur. Okay. And how did you pick the pieces? Pardon, j'ai l'anglais, j'ai le français. Comment avez-vous choisi les NFT, les œuvres d'art virtuelles que vous avez exposées? Ok, c'est la question. Donc, on a fait le site web avec le manifestum disant qu'est-ce qu'on va faire. On a construit l'espace. Yeah, that's the first version, la première version de l'espace. Et alors, ici, en répondant à votre question, je vous montre maintenant l'exposition qui a été formée. Effectivement, on a pu faire beaucoup de versions de cet espace de la bourse. On avait certaines salles et avec cette boule que vous voyez au centre, on pouvait aller d'un salle à l'autre. D'accord. Ici, c'est la chambre rouge, voilà le chambre gris, et ça c'est l'espace, donc un autre chose. La chose plus importante pour nous était de mettre les œuvres d'art qui ont été faites dans des plateformes différentes, jouer ensemble dans cet espace. Et justement, parlez-nous de ces œuvres d'art. Parce qu'il y avait de ces NFT. Oui, j'arrive. J'arrive. Donc, ça, c'est la version rouge. Et maintenant, je vous dis pourquoi on choisit, qu'est-ce qu'on a choisi. Donc, vous voyez déjà certaines œuvres que vous définitivement reconnaissez. Et maintenant, ça c'est l'avatar. Chaque personne pouvait y entrer comme ça, un avatar, soit masculin ou féminin, soit avec la face, avec la caméra, on pouvait même parler, ou anonyme. Donc, le choix des objets était fait en basant sur la question suivante. On pensait que si un NFT appartient au monde de l'art, qu'est-ce qu'il y a dans l'NFT qui est vraiment art? C'est-à-dire, what is art in NFT? On voulait répondre à cette question, premièrement. Deuxièmement, je me suis demandé qu'est-ce que NFT comme art peut faire
que les autres genres de l'art ne peuvent pas faire. Non, c'est-à-dire que what NFT as art can do what other art types and genres can't do. Alors, qu'est-ce que le NFT en tant qu'art? Traditionnel entre guillemets, par exemple une simple photo, une simple peinture, puisque le NFT ça peut être beaucoup de choses, comme par exemple un GIF, un tweet, ce genre de choses. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Alors, non, pas du tout. D'accord, Je super. voulais penser si l'art répond aux questions, c'est-à-dire si une œuvre d'art, un tableau ou une pièce d'architecture répond aux questions, pose des problèmes, résolve certains problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes qui l'NFT peut exactement que les autres œuvres d'art ne peuvent pas? Par exemple, je vous donne une question, je vous donne un exemple. Ouais, attendez. Par exemple, voilà cet objet d'art, le Terre à zéro. If global warming reaches 2 degrees above average, then Si l'échauffement dépasse 2 degrés, la NFT va s'auto-inflammer. ces créateurs comme un algorithme qui appelle dans une certaine période toujours au centre de monitoring de climat mondial. Et quand le climat change complètement, donc c'est 2 degrés en plus, le NFT va se détruire. D'accord. Donc là, il y a un côté éphémère. C'est-à-dire, c'est un NFT, c'est-à-dire un NFT doit aider le monde à se sauver. D'accord. Ok. Alors, attendez, parce que j'ai un problème de casque. Ok. Donc, ou un autre exemple de la Rivière, de la NFT que est en train de se vendre. Dimitri, on va passer à d'autres questions parce que le temps passe vite et du coup, on a bien vu votre présentation de l'exposition. Dites-moi si vous ne comprenez pas en français, je peux essayer en anglais pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Avec cette... I don't hear French. Sorry? So. Il n'entend pas le français. Il n'entend pas le français, il n'entend que l'anglais, que l'interprète. Bon, je vais faire en anglais. To you, est-ce que c'était important pour vous d'atteindre toutes sortes de publics avec votre exposition? Et si oui, quels en étaient les résultats? À quel point ça a changé? À quel point ça a changé votre façon de faire les choses? Les deux audiences, les personnes qui visitent normalement le musée et les personnes qui font partie de ce monde des NFT, parce que c'est un monde très particulier. Donc, l'idée le monde NFT était de faire les entrées à l'Ermitage, même virtuel, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme endroit, parce que pour les gens qui font partie de l'NFT, l'Ermitage n'existe pas comme un endroit culturel. Pour les autres, pour les visiteurs de musées qui ne savent rien sur Internet, sur blockchain, l'idée était de les montrer les avantages de cet art. Et l'autre idée, et la troisième idée, était d'aider des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles. Par exemple, cette œuvre d'art que je montre maintenant a été créée dans un hôpital avec un artiste. Donc, l'artiste a fait dessiner les enfants. Les enfants ont créé des dessins. Après, il a fait un NFT que vous voyez maintenant à l'écran. L'a mis en vente et quand elle était vendue, donc une partie de l'argent était retournée chez les enfants. Donc là, on voit bien le lien entre le réel et le virtuel. Justement, comment on connecte une exposition virtuelle comme celle-ci pour attirer des gens dans le musée, dans votre musée? C'est quelque chose de nouveau et il y a beaucoup de gens, personnes
qui sont tellement attirés au téléphone. C'est une photographie très connue avec un groupe de scolaires qui visitent le musée et tous sont dans son téléphone, on ne voit rien qui est autour d'eux. Donc, mon idée est de montrer les liens, d'établir les liens parmi le monde. D'accord. Et donc, là, vous parlez des jeunes enfants, mais j'imagine qu'il y avait d'autres publics. Comment vous faites le pont entre le virtuel et le réel? Comment vous donnez envie de voir finalement quelque chose de concret? Notre espace a été utilisé beaucoup comme un endroit de rencontre. Voici une pièce théâtrale qui a été créée là-bas. Donc, c'est les visiteurs qui ont visité un spectacle. C'est un spectacle qui a été fait dans cet espace. Если вы оказались в Гетто, вам стоит знать. Норма питания будет очень низкой. D'accord. Et donc, ces personnes-là n'étaient pas côte à côte dans la vie réelle. Hein. Elles étaient seulement côte à côte en virtuel. Exactement, ça c'est la question. Ces personnes-là que vous voyez à l'écran, ils sont maintenant dans différents endroits du monde, mais ils se retrouvent là-bas et on se voit, on peut discuter qu'est-ce qu'on voit. Ok, donc il y a quand même quelque chose de très social. Comment justement on en fait une expérience sociale, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la culture c'est lié aux sentiments, aux ressentis, voilà, avec ses proches. Comment là on en fait quelque chose de social et comment on partage nos sentiments dans le virtuel? Donc, on devait simplement entrer dans le système avec un téléphone, avec l'Internet, on pouvait faire avec l'ordinateur, avec le téléphone. Donc, tous les voix qui voulaient s'entrer à l'Internet, on pouvait le faire. Et donc là, on partage l'expérience parce qu'il y a certaines chambres, on voit des personnes, on peut discuter. C'est comme dans une exposition normale, mais l'exposition qui est déjà dans le, disons, métaverse, déjà dans l'espace virtuel. D'accord. Est-ce que vous pensez que chaque musée devra finalement créer son propre espace virtuel et pourquoi pas reproduire les œuvres d'art physiques en virtuel? Non, je crois que chaque musée aura le digital twin. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de plus en plus de visitateurs du musée, de plus en plus de personnes qui vont y aller. Et je crois que le visite d'un musée réel devient un privilège maintenant. Maintenant que nous avons la possibilité d'aller physiquement au musée, c'est un grand privilège. Si on habite dans une grande ville, on ne comprend pas ça. Mais si on habite dans un pays où il n'y a pas beaucoup de musées, où les musées sont assez loin, c'est un privilège d'y aller. Avant, il avait un autre privilège. Quand on entrait au musée au 19e siècle, on pouvait prendre l'objet dans les mains. C'était possible. Maintenant, ce n'est pas plus possible. Il était tout protégé. Et donc, le digital twin, c'est un autre type de protection. D'accord. Et donc, à chaque fois, est-ce que cette expérience virtuelle devra être... alors vous, ça n'a pas été votre choix, ce n'était pas ce que vous avez choisi. Est-ce que cette expérience virtuelle doit être proposée dans le musée ou est-ce qu'elle doit être proposée, comme vous avez fait, totalement virtuellement et accessible de partout? Je crois que cette expérience doit rester complètement... dans l'Internet. Ça ne doit pas entrer au musée. Donc, moi, je ne supporte pas quand les musées installent les écrans, quand les musées installent les moniteurs. Ça, je ne crois pas. Parce que si je viens au musée de Louvre, je veux voir les objets réels. Je suis allé au Paris, je suis installé dans un hôtel, j'y vais physiquement, je veux y aller pour voir les réels. Mais si je veux voir la réalité chez moi, j'ai un grand écran chez moi, je peux voir tout ça à l'écran. Donc, je crois que toutes ces expositions virtuelles doivent rester à côté. Ça doit donner envie d'aller justement dans le musée physique, mais pas l'inverse finalement. Je crois que ça, c'est la rigueur parce que maintenant, il y a beaucoup de monde qui habite, qui existe dans le monde virtuel.
il y a beaucoup de personnes qui travaillent complètement dans les obvious, dans les glaces, totalement dans l'Internet. Nous sommes tous à l'écran. Je crois que cette nécessité d'aller au musée physique devient une expérience un peu curieuse, un peu étrange par la nouvelle génération. Comme maintenant, vous allez aux catacombes quelque part à Rome, ou vous allez à des endroits très étranges. Normalement, il était normal de le visiter, mais maintenant, c'est totalement oublié. Je crois que le visite au musée devient quelque chose de plus grâce à cette expérience. Ça attire la population. Quels sont, Quelque chose de plus. D'accord. Quelles seront les prochaines évolutions de votre exhibition, désolé, du coup, j'ai les mots en anglais. Est-ce que, on parlait d'itinérance tout à l'heure, est-ce que c'est une expérience qui va voyager finalement, qui va être proposée, alors vous avez dit pas physiquement dans des musées, mais quelles seront les évolutions dans les prochains mois ou années? Je crois que nous sommes en train d'entrer dans un autre espace, dans l'espace métaverse, dans l'espace où tout sera mixé. Et je crois que cet nouvel espace donnera de réponses, parce que pour l'instant, je n'ai pas de réponse. D'accord. Est-ce que par exemple les œuvres que vous présentez vont changer? J'imagine c'est tout l'intérêt du NFT, c'est que on peut les changer quand on veut finalement. Il n'y a pas ces problématiques de il faut faire attention, il faut aux œuvres, il faut les déplacer, il faut les louer, les acheter. Il n'y a pas la même problématique. Je crois la chose importante, c'est le contact, la communication entre la personne et l'œuvre d'art. Cette communication peut se développer dans des endroits physiques ou virtuels. Il n'y a pas de différence. Pour ceux qui s'habituent d'être dans l'espace virtuel, pour eux, c'est mieux d'avoir un contact virtuel. Pour les personnes qui préfèrent le contact physique, c'est le contact physique. Je crois que c'est une autre piste qui existe. D'accord. Merci beaucoup, Dimitri Ozerkov. Alors, on est à court de temps. On ne va pas pouvoir prendre des questions et réponses, mais merci beaucoup, Dimitri Ozerkov, d'avoir partagé votre témoignage et votre expérience avec nous. Merci. OK, merci beaucoup.